principalmente pela necessidade de organizá-lo virtualmente e em que todas as participações também serão virtuais. Bom, já participei de alguns eventos com os colegas de francês, né? Alguns aí já sabem disso. Né? A maioria deles organizada pela APFERJ. Mas na abertura de um evento deste porte, eu só compararia com o CEDFRAL, né? Em 2001, quando eu era gerente do SENAC. Para mim e para o Instituto de Letras, é uma grande honra fazer parte deste momento. Como é bom estar entre colegas queridos da UERJ, do CAP-UERJ, da UF, UFRJ, que eu já sei que o Balga vai estar aí, né? Do Paraná, da Universidade Federal do Paraná, e de outras instituições nacionais e internacionais. Além disso, como diretora da APLIERJ, fico contente de participar de mais um evento em parceria com a APFERJ. Tenho certeza que o evento que inicia hoje e segue pelos dias 9 e 13 será um grande sucesso. Infelizmente, não poderei participar do evento, pois terei que participar do Conselho Universitário da UERJ. No entanto, o que farei hoje está ligado diretamente aos colegas de francês, ou pelo menos de alguma forma. Hoje eu farei a leitura do meu parecer favorável a tornar Rosa Magalhães doutora honoris causa da UERJ. Rosa Magalhães é professora, artista plástica e carnavalesca. O que talvez vocês não saibam é que, dentre seus 3 cursos universitários, o primeiro em que ela se formou foi licenciatura em língua francesa pela antiga UEG, né, que era a Universidade Estadual da Guanabara, do estado da Guanabara, atual UERJ. Talvez também não saibam que iniciou sua carreira de professora ministrando aulas de francês na UFRJ. Sendo assim, embora não estando aqui no CELIFRAN e no CEIFRAN, estarei homenageando uma colega da área. Bom, sem mais, gostaria de reafirmar que é uma grande honra poder abrir este evento de tão grande porte neste momento tão complexo. Tenham ótimos dias de estudo. Muito obrigado. Né? Então, eu vou agora passar a palavra ao diretor do Instituto de Artes, Alexandre Sá. Bom dia a todos, a todas e a todos. Na verdade, é claro que as falas anteriores eu já me sinto contemplado, eu só tenho a agradecer a presença de todos. Claro, agradecer também a organização da professora Luciana Persis de Nogueira Prete, o companheirismo que também foi nessa organização com o professor Pedro Armando e a APFERJ, a presença de nós todos aqui, a professora Denise Damasco, Janaína Cardoso, Renata Venâncio e todos que estão aqui conosco. Acho que a professora Luciana falou uma questão que eu acho super importante marcar, apesar de estarmos, né, num grid, de alguma maneira, nessa tela, nós temos agora 34 pessoas online. Isso é uma coisa que merece nossa alegria e atenção, né, às 9 e pouquinho da manhã. Então, a gente só tem a agradecer mesmo e tirar, de fato, proveito dessa realidade, que esse evento, com tanta gente, né, com esse programa extensíssimo, talvez um dos maiores, né, dos quais eu participei nos últimos meses, que parecem anos, né, que de forma que a gente aproveite isso e que seja um momento de estudo e colaboração de todas as pessoas. É claro que aqui eu também agradeço ao Instituto de Arte, que eu estou lá pela 2ª gestão consecutiva, talvez numa relação curiosa entre desejo e exaustão, mas sim por acreditar nesse ofício inevitável de pesquisador, professor, diretor, e de fato esse suporte que tem me dado ao longo desse tempo também. Então, agradeço aos institutos, às instituições envolvidas, à própria UERJ, obviamente, e bom proveito a nós todos. Obrigado. Bom, agora eu vou passar a palavra a Denise Damasco, presidente da Federação Brasileira de Professores de Francês. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chère Madame la directrice de l'Institut des Lettres, Janaína Cardoso, cher Monsieur le directeur de l'Institut des Beaux-Arts, Alexandre Sá,
chère Madame la Présidente de l'APFERJ, Helena da Conceição Gonçalves, chère coordonnatrice des événements, 2 événements, n'est-ce pas, Luciana Nogueira Prete, chers membres du comité d'organisation, responsables, moniteurs, étudiants, participants. Je suis vraiment ravie d'avoir eu cette invitation et au nom de la Fédération brésilienne des professeurs de français, je vous remercie de votre aimable invitation pour participer à ce moment d'ouverture d'événements, les 2 événements qui se dérouleront aujourd'hui, les 9, les 11 et les 13 novembre en ligne. Égaux et différents. Les femmes et les minorités éthiques, culturelles, religieuses sont discriminées depuis longtemps, sinon depuis toujours. Mais ces injustices restaient invisibles, participant de l'ordre, entre guillemets, normal des choses. Cet état de fait est aujourd'hui révolu, achevé. La lutte contre les discriminations est inscrite à l'ordre du jour dans tous nos agendas politiques. François Dubé, 2016. Et moi, si j'ose compléter, cette lutte contre les discriminations et les questions liées à cette problématique sont dans nos agendas scientifiques, pas seulement dans nos agendas politiques, dans les programmes des séminaires et des symposiums. Quand j'ai eu l'occasion, quand j'ai pu lire les programmes de ces événements, j'ai pu observer l'inquiétude des chercheurs face aux discriminations, valorisant la place des littératures francophones dans nos cours. Au-delà des proximités menées entre la littérature, la politique, les corps, le théâtre, l'écriture, la musique, nous voyons aussi des réflexions qui nous présentent deux écrivains, auteurs, leurs œuvres, soit par leur similitude, soit par leur éloignement, ayant l'espace commun francophone, vu d'ici, vu d'autres régions du pays. Une programmation préparée pour des chercheurs à des chercheurs et à des étudiants francophones. Cette programmation qui entamera certainement 2 regards croisés, étant donné la place de la mémoire, des récits d'enfance, des histoires des femmes, les regards et le partage des sentiments issus de l'analyse des écritures autobiographiques, des silences face aux violences, du féminin. Sans oublier l'espace à la traduction sous ses divers aspects, passant par des contes brésiliens traduits en France. Ou de lá aqui, ou daqui para lá, das inúmeras discussões que evocarão um aprofundamento dos objetos de pesquisa e talvez pistas para outras novas, acredito que tais trocas entre os pares, calcado em uma solidariedade visível, suscitarão outros caminhos e diversos percursos. Para Dubé, que citei no início dessa fala, é preciso lançar mão do cinema e da literatura, pois cineastas e escritores compreendem as subjetividades e sutilezas que estão presentes nos olhares, nas questões do corpo, nas questões dos gestos, nas esquivas, nas rejeições, ou seja, nas invisibilidades e nas agressões do cotidiano. Daí a constatação por esse autor, e nossa também, da relevância de se trazer ao campo acadêmico, científico, essa exposição à cultura e à literatura em todos os espaços universitários, espaços escolares, ampliando a oferta curricular sistemática, não somente na universidade, mas também no sistema educativo, nas escolas, nas redes, com a valorização das disciplinas como artes e música, oportunizando projetos extracurriculares, estudos de diversos idiomas, projetos artístico-culturais e vivências para além de um currículo que valorize apenas conteúdo e formação profissional. Parabenizo a coordenação geral do evento, na pessoa da professora Luciana Nogueira Prete e nas pessoas de Pedro Armando de Almeida Magalhães e Alexandre Sá. Aqui, estou com vocês trazendo um pouco da Federação Brasileira dos Professores, mas vocês têm a APFERJ, afiliada da entidade. Os laços que nos aproximam vão além da vida associativa e federativa. Não são apenas laços, são fios, são tecidos, são cordas, são fitas que nos unem por meio de um trabalho docente que compartilhamos. Sim, compartilhamos a docência em língua literatura, língua cultura, língua corpo, língua teatro, língua música, língua arte, tudo que acredito que será vivenciado aqui e nos dias que se seguirão.
Para encerrar essas palavras de abertura desses 2 eventos, rememoro o meu professor muito querido aqui da UNB, Cassiano Nunes, com quem tive a alegria de estudar e ouvir e recitar. Inclusive, aquele que tive a oportunidade de ver sentado pelas manhãs em frente de sua casa. Morávamos do mesmo lado de uma das asas aqui de Brasília. Aquele que falava que acreditava na felicidade pela literatura. E eu vou completar, acredito na felicidade pela literatura também, a felicidade pela literatura francófona. Je vous souhaite donc à toutes et à tous des échanges fructueux, des riches conversations, des discussions en ces temps si durs et si troublés. Um excelente evento e obrigado pelo gentil convite de estar aqui com vocês nessa manhã. Obrigada. Merci, Denise. Bon, je remercie Janaína, Alexandre, Renato. Renato, você gostaria de dar uma palavrinha? Muito rapidinho, tá bom? Tá. Então, bonjour. Bonjour. Good morning também, né? Estamos aqui, a Janaína. E queria, vou repetir algumas coisas, naturalmente. Queria parabenizar a professora Luciana Nogueira Prete pela organização, pela coordenação geral, né, desse evento, que já está na sua 5ª edição. Então, o 5º Serifran, primeiro Serifran, então uma coisa nova, um evento que está se ampliando, né? Queria também parabenizar os professores Pedro Armando de Almeida Magalhães e Alexandre Sá, diretor do Instituto de Artes, pela organização do evento. Agradeço a Janaína pelos votos de feliz aniversário e lembro, Janaína, quando era presidente da Associação de Professores de Inglês, né, eu lembro que cheguei a participar de um evento organizado aqui em Niterói, no Clube de Diretores Logistas. Não é isso, Janaína? Eu estava lá de metido que sou, né? Enfim, tenho um conhecimento um pouco razoável do inglês, embora não fale, mas eu me lembro que como pelo fato de ser canadianista, eu não sei se me considero ainda um canadianista, porque eu sou órfão da ABCAN, né, da antiga Associação Brasileira de Estudos Canadenses, que implodiu. Infelizmente, essa associação não existe mais, mas por conta desse interesse pelo Canadá, a gente, naturalmente, estava em contato com a cultura de língua inglesa do próprio Canadá. E esse evento tem permitido, já é o 2º ano, com que eu volte a pesquisar mais o Canadá francês. Então, é interessante porque eu abandonei um pouquinho os estudos canadenses de língua francesa. Então, vou terminar minha fala desejando a todos um excelente evento, uma semana proveitosa, e agradecendo mais uma vez aí por esse convite. Tá? Pedro, merci. Obrigado, Renato. Eu vou passar agora a palavra, né, para a Helena, né? Helena Gonçalves. Bom dia. Então, minha fala também é bem rapidinha. Gostaria também, né, de parabenizar os organizadores, Luciana, Pedro, Alexandre, a todos que estão apoiando a organização, né? Como a Janaína falou, acho que há um certo desafio também, né, em realizar um evento desse porte online. Então, parabenizo, né, pela organização, né, nesse contexto, né? Não está sendo um desafio para todos nós, né? E agradeço a participação, né, de todos, dos palestrantes, de todos os participantes, e também desejo um excelente seminário para todos nós, né? Eu estou muito animada para participar de diversas mesas, então eu queria só agradecer e desejar um excelente seminário para todos nós. Obrigado, Helena. Então, agradecendo mais uma vez a todos, né? Vamos passar para a primeira mesa, sem mais delongas, já que, né, tá bom? Bon, on va passer aussi au français, oui, on passe à la langue française, oui. Et bon, cette première table, elle porte sur les études yourcenariennes, et sur Marguerite Yourcenar. Et bon, moi, je prendrai la parole d'abord, et puis ensuite, nous avons l'honneur ici d'accueillir Vicente Torres, né? Vicente Torres, qui est professeur à l'Université de Los Andes, à Bogotá, en Colombie.
Oui. Vicente Torres. Bon, moi, je vais me présenter d'abord, et puis après, c'est Vicente. D'accord? On va faire comme ça, dans cet ordre. Oui, et moi, je vais me présenter un peu. Je m'appelle Pedro Magalhães, Pedro Armando Magalhães. Je suis professeur à l'Institut de Lettres de l'Université de l'État de Rio de Janeiro. Oui, et ça fait longtemps que j'étudie l'œuvre de Marguerite Yourcenar. Et donc, mon exposé, il porte sur Yourcenar, Marguerite Yourcenar et Saramago. José Saramago, écrivain portugais, qui a reçu le prix Nobel en 1998. Et ma communication s'intitule Yourcenar et Saramago se rencontrent. La révolte anabaptiste à Münster. Bon, je vais partager un document PowerPoint maintenant. Et donc, je vous prie d'attendre un petit peu. Donc, ma communication s'intitule Yourcenar et Saramago se rencontrent. La révolte anabaptiste à Münster. Münster, c'est une ville allemande. Et il y a eu une révolte anabaptiste religieuse à la Renaissance, pendant la période de la Renaissance, au XVIe siècle. Donc, c'est une révolte qui a eu lieu pendant la Réforme. La Réforme, tout le monde connaît, c'est la réforme religieuse. Et la Réforme, c'est un événement important pendant la Renaissance. Oui, et donc, ce qui m'a intéressé, c'est que Yourcenar, dans son roman célèbre, que tout le monde connaît, L'œuvre noire, tout le monde connaît L'œuvre noire, je crois, je ne sais pas. Bon, de toute façon, Marguerite Yourcenar est écrivaine, elle a publié plusieurs romans, et donc, il y a des romans qui sont devenus les romans les plus célèbres de Yourcenar, et parmi lesquels Mémoire d'Adrien, oui, qui est devenu un best-seller, et aussi L'œuvre noire, Obra em Negro. Et alors, dans ce roman qui raconte les événements dans les régions flamandes et en Europe au XVIe siècle, oui, elle raconte aussi dans un chapitre les événements qui sont survenus à Münster, c'est-à-dire qu'elle raconte les événements qui ont eu lieu, des événements de la révolte anabaptiste à Münster. Donc, cette révolte, elle a été conduite, elle a été menée par des religieux, des adeptes de la secte anabaptiste, pas la secte, du groupe anabaptiste, qui remettait en question les enseignements de l'Église catholique. Et Luther l'a fait en Allemagne, tout le monde connaît, a fondé aussi, il a remis en question Luther, Zwingli aussi, et Calvin, mais il y a eu ce mouvement anabaptiste qui n'acceptait pas que les enfants soient baptisés parce qu'il croyait que les enfants devaient, et en fait, seuls les adultes pouvaient se faire baptiser, parce qu'il fallait savoir ce qu'ils faisaient au moment du baptême. Oui. Donc, ce qui m'a frappé, c'est que Saramago, lui aussi, il s'est intéressé à cette révolte. Oui, non seulement Yourcenar, écrivaine du XXe siècle, mais aussi Saramago. Oui, or, Yourcenar, on le sait, Marguerite Yourcenar, c'est une femme qui a écrit des œuvres. Elle est très célèbre en France, en Belgique, partout. Et aussi, non seulement elle a écrit des romans, elle est aussi la première femme qui a été admise à l'Académie française. Oui, elle était aussi membre de l'Académie royale belge. Et donc, elle joue un rôle assez important. Oui, et voilà. Bon. Et Saramago, de son côté, lui, il a écrit une pièce où il met en scène les événements de la révolte anabaptiste. Donc, j'ai trouvé ça intéressant que les deux auteurs
s'intéresse à une même révolte, une révolte historique qui a eu lieu au XVIe siècle. Donc, j'ai voulu comparer l'approche de chaque auteur. Oui, Saramago, oui, et aussi Yourcenar. Donc, Saramago, il publie cette pièce de théâtre en 1993. Et c'est un événement historique, je vous l'ai dit déjà, historique au XVIe siècle. Et la question, c'est, on se demande pourquoi il s'est intéressé à un tel mouvement. Oui, parce que c'est un mouvement tragique, une révolte tragique, parce qu'à la fin, ils ont été tués. Les révoltés ont été tués. Le mouvement a été étouffé. Oui, et c'est intéressant le ton critique qu'il adopte dans cette pièce. Oui, et cette pièce s'intitule In Nomine Dei, ça veut dire au nom des dieux. Donc on peut imaginer déjà pourquoi il a choisi ce titre. Oui, et c'est une pièce assez tragique, donc c'est une tragédie. Ouais. Yourcenar, de son côté aussi, elle s'est intéressée à ce sujet, au sujet de la révolte, dans un chapitre spécifique du roman, de son roman L'œuvre noire. Vous voyez la couverture de son roman, du roman L'œuvre noire. Et oui, donc elle aussi, elle s'intéresse, elle publie le roman en 1968, un roman qui est devenu best-seller ici au Brésil et un peu partout dans le monde. Et dans ce roman, elle raconte elle suit le parcours, l'itinéraire d'un personnage fictif, un personnage vraisemblable, parce qu'il s'agit d'un médecin, alchimiste, philosophe, qui est persécuté par l'Église catholique parce que c'est un humaniste, un chercheur, un savant, et qui est persécuté, qui est poursuivi par l'Église. Il doit, à un moment donné, adopter un pseudonyme. Il devient Sébastien Théus pour se cacher. Et il se cache à Bruges, en Belgique, l'actuelle Belgique, oui, à un moment donné. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans un chapitre spécifique, je vous l'ai dit, je le répète, intitulé La mort à Münster, Yourcenar, elle décrit les événements survenus dans cette ville allemande de Münster, c'est-à-dire la révolte anabaptiste. Oui. Bon, le roman décrit les disputes religieuses, bien entendu. Zénon aussi, il doit affronter la contre-réforme. Lui, il doit affronter la contre-réforme parce que lui, il n'accepte pas complètement les dogmes de l'Église catholique, bien entendu. Alors, c'est intéressant de comparer, bien que ce soit deux œuvres différentes, parce qu'il s'agit d'un roman, oui, c'est-à-dire un chapitre de roman et une pièce de théâtre. C'est intéressant de comparer comment les événements sont abordés, comment cet événement spécifique il est abordé. Donc, on va analyser les événements historiques. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'analyser d'abord comment Saramago décrit les événements, et puis, dans sa pièce, comment Yourcenar, elle aussi, elle décrit les événements dans ce chapitre de roman, et aussi comment, et alors après, souligner l'actualité des textes. Et pourquoi c'est intéressant de lire les deux auteurs. Voilà, le plan. Oui. Donc, ce qui est aussi frappant, c'est de constater qu'on a des images des révoltés. Oui, il y a un dessinateur peintre qui a fait le portrait des révoltés anabaptistes. Oui, Saramago, ainsi que Yourcenar, les deux, ils s'intéressaient à l'histoire. Ils lisaient beaucoup, ils lisaient des essais historiques. Oui, et c'était des écrivains
qui s'intéressait au mouvement, l'histoire des mentalités, la nouvelle histoire. Donc, ça, ils l'ont dit. Oui, et il y a des études là-dessus. Oui, et dans Saramago, on trouve dans le livre qu'il publie en 1993, oui, une chronologie détaillée à la fin de la pièce, après la pièce, en guise de postface. Oui, il y a une chronologie. C'est Saramago qui l'a établi, cette chronologie. C'est incroyable parce que c'est une chronologie minutieuse. Oui. Mais il ne respecte pas complètement sa propre chronologie. Oui, si on analyse la pièce, on voit qu'il y a des événements qui se sont décalés. Donc, il y a des événements qui ne sont pas à la bonne place, disons. Oui. Ce qui est assez intéressant. Or, je veux tout juste souligner les points principaux, oui, parce qu'on n'a pas le temps. Oui, voici l'image des personnages historiques. Saramago met en scène des personnages historiques. Il n'y a pas de personnages fictifs. Oui, ce sont des personnages historiques qui parlent. Oui, donc, et je dois dire que la pièce est divisée en 3 actes. Donc, il y a le premier acte, c'est avant le siège. Oui, et avant la ville assiégée, parce que la ville a été assiégée. Oui, et à un moment donné. Oui, et bon, après, les citoyens qui vivaient dans la ville, ils ont dû affronter la famine, la maladie, à cause du siège. Oui, et ça c'est très grave. Oui, donc les choses, elles ont dégénéré. Oui, et puis le groupe catholique qui combattait les révoltés et qui ont été expulsés de la ville, ils réussissent à entrer dans la ville et prendre le pouvoir, disons, le groupe catholique, oui, commandé par Franz von Waldeck. Franz von Waldeck, c'est l'évêque de Münster qui a été en fait expulsé de la ville, en quelque sorte, et alors il revient avec des troupes armées et il étouffe le mouvement. Il exécute les insurgés et il tue les révoltés, et voilà, et le mouvement, il finit. Donc ça finit par un massacre. Oui. Donc c'est une tragédie. Et c'est ça ce que Saramago fait. La pièce, c'est une tragédie. Donc voici les images des principaux révoltés, insurgés. Oui, il y a Bernd Knipperdolling, oui, l'image de l'insurgé. Oui, et il joue un rôle important politique au début du mouvement. Il est citoyen de Münster, lui, et il est anabaptiste. Et avec lui, Jan Matthys, qui est néerlandais, et Hans Bockhold, Jean de Leyde. Oui. Et il y a aussi l'autre anabaptiste de Münster, Rothman. Oui. Donc, ce sont les 4 principaux chefs du mouvement qui sont des personnages historiques dans la pièce de Saramago. Donc, c'est très intéressant le fait que Saramago mette en scène des personnages historiques. Ce ne sont pas des personnages secondaires, ce sont des personnages principaux. Oui. Voici les images. Oui, il y a Matthys qui devient le chef de la ville à un moment donné, et puis après, Jean de Leyde, oui, aussi néerlandais, chef anabaptiste. Voici l'image qui devient le roi de la ville et qui devient despote quand la situation elle dégénère. Quand la situation dégénère, il devient despote. Bon, parce qu'il y a une radicalisation du mouvement. Avec le siège, il y a une radicalisation du mouvement anabaptiste. Bon, on continue.
Et dans la pièce, la pièce de Saramago, et c'est Saramago, il adopte un ton grave, sérieux. Lui, c'est une tragédie. Et on voit l'influence des préceptes de la tragédie grecque. Oui, Aristote, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est important, c'est-à-dire qu'il respecte les règles d'Aristote, qu'on connaît très bien, oui, dont il respecte aussi l'unité des lieux, parce que toute l'action se passe sur une même place. Voici la place, oui, c'est la place du marché, Principal Markt, oui, cette place du marché, et voici l'église, oui, Saint-Lambert. C'est une église qui joue un rôle important parce qu'à la fin du mouvement, oui, quand les troupes catholiques entrent dans la ville, envahissent la ville et tuent les révoltés, elles ne tuent pas les principaux chefs du mouvement. Non, elles les arrêtent, elles les torturent, elles les dans des cages, Et puis, ils mettent les cages en haut de la tour de l'église. Donc, c'est atroce. Oui. Et puis ensuite, on les exécute. Donc, c'est vraiment quelque chose de sanglant. Oui, c'est une révolte qui finit très mal. Oui. Et voici la ville de Münster entourée des remparts comme elle était à l'époque. Oui, c'était une ville fortifiée, difficile à envahir, très difficile à envahir. Oui. Donc, ce que Saramago fait, c'est d'écrire une tragédie, oui, et le ton qu'il adopte, c'est assez grave. Ça, ce que je voulais souligner. Et on va voir ce qui se passe avec Yourcenar, c'est un peu différent. Et Yourcenar, elle ne choisit pas des personnages historiques pour jouer le premier rôle. Oui, en fait, elle préfère choisir des personnages, elle crée des personnages fictifs. Oui, et donc la perspective adoptée, c'est la perspective de deux personnages fictifs. Ce sont des personnages qui sont liés aux protagonistes du roman. Oui, donc, je le souligne encore une fois, oui, les événements sont décrits dans le chapitre La mort à Münster. Donc, dans ce chapitre, on va raconter la mort de la mère du protagoniste Zénon. Oui, et le chapitre se trouve dans une partie intitulée La vie errante. La vie errante, c'est la vie du personnage Zénon. Oui, pendant que Zénon vagabondait, il ne vagabondait pas, mais il voyageait. Et pendant que Zénon voyageait en Europe, dans le monde, oui, en quête de savoir, parce qu'il voulait acquérir des connaissances. Oui, il était chercheur, il était savant, il était toujours en quête de savoir. Pendant qu'il voyageait, le narrateur décide de montrer ce qui se passe avec sa mère et avec son beau-père. Oui, donc la mère de Zénon Ilsonde, elle s'est mariée à un riche marchand. Oui, et Zénon était enfant illégitime, oui, d'un religieux. Et bon, sa mère, elle se marie à un marchand après, oui, et ce marchand, il est très riche. Il s'appelle Simon Adriansen, oui, et on raconte la perspective adoptée au début de ce chapitre, La mort à Münster, c'est la perspective de Simon. Oui, donc Simon s'est converti à la fois anabaptiste, et donc lui, dans sa maison, dans sa riche maison à Amsterdam, parce il est néerlandais, il habite à Amsterdam, il accueille les défavorisés, les pauvres, les affamés, les vagabonds, les clochards et aussi les révoltés anabaptistes. Oui. Et alors, Simon décide à un moment donné d'aller vivre à Münster avec sa femme, Ilsonde, la mère de Zénon. Donc, ils partent vivre cette expérience de la nouvelle Jérusalem. Parce qu'à un moment donné, tous les anabaptistes ont voulu
se rassembler dans la ville assiégée, oui, en attendant le jugement dernier. Donc c'est un peu ça l'idée, et de fonder une société des purs, oui, à Münster. Et bon, donc je vais pas, bon, je dois continuer parce que le temps il passe très vite. Je dois finir bientôt. Donc je vais tout juste dire que dans le chapitre, on voit que Yursena, le champ lexical adopté, c'est le champ de la navigation maritime, ce qui n'est pas étonnant parce que c'est l'univers de Simon, lui qui était marchand d'épices, donc il se connaissait très bien en navigation maritime. Oui, bon, il y a des références à la Bible, exactement comme dans la pièce, oui, il y a des références à la Bible. Ici, chez Yursena, c'est plutôt l'arche de Noé qui est mise en relief. C'est l'idée de l'arche de Noé. Comment une arche, pour sauver, où on prend cette arche pour se sauver. Oui. Or, mais l'arche, elle coule. Oui, le vaisseau coule, le navire coule, parce qu'à la fin, oui, ça tourne au massacre. Oui. Bon, Yursena, elle n'adopte pas un ton sérieux, sobre. Oui, elle adopte plutôt un ton ironique. Oui. Et on remarque qu'il y a un peu de grotesque dans les rapports physiques. Oui, elle décrit les rapports physiques et sexuels des personnages. Oui, et donc on remarque le grotesque dans ce chapitre-là. Et aussi les bassesses de la déraison. Et les gens, à un moment donné, les choses, elles tournent mal. Oui, la ville, elle est assiégée, la famine, aussi la maladie. Les gens finissent par essayer de trouver tout ce qui rampe, oui, ils vont se nourrir de n'importe quoi, oui, vous pouvez imaginer, oui, donc c'est le dérèglement des sens à un moment donné, le dérèglement des sens, oui. Donc Yursena, elle est plutôt ironique, oui, adopte un ton ironique et sceptique, aussi assez sceptique, alors que Saramago adopte un ton plutôt sérieux, sobre. Oui, Saramago décrit un personnage, le personnage de l'épouse de l'un des chefs du mouvement, Divara, l'a décrit comme quelqu'un de sage, oui, quelqu'un dont le discours, le discours est sage, c'est quelqu'un qui donne une leçon de morale en quelque sorte à la fin de la pièce, en critiquant la déraison, en critiquant disons, la violence des églises, oui, alors que, critiquant en quelque sorte, remettre en question, oui, la violence qui est provoquée par les disputes religieuses. Alors que Yursena, elle ne le fait pas. Oui, elle semble observer. Oui, donc la perspective adoptée chez Yursena, c'est la perspective d'un personnage fictif. Et 6 mois après, quand Simon doit partir de la ville pour chercher des fonds, c'est la perspective d'Ilsonde, qui devient la femme d'un chef anabaptiste, la maîtresse d'un chef anabaptiste, parce qu'on instaure la polygamie à Münster. Et puis, c'est la perspective de Simon, encore une fois, après la mort d'Ilsonde, parce qu'elle meurt. Donc, la mort, c'est la mort d'Ilsonde, mais c'est aussi la mort de Simon. Donc, les deux, le couple meurt. Le couple meurt. Oui, il y a le massacre des anabaptistes et la mort du couple. Voilà. Bon, je vais finir parce qu'on n'a pas le temps. Oui. Et je dois dire que la pièce, les deux œuvres elles ont assez d'importance de nos jours, je crois, parce que elles sont des œuvres actuelles. Oui, on trouve on voit l'actualité de ces deux œuvres, de la pièce de Saramago et aussi de ce chapitre dans l'œuvre noire. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, c'est la radicalisation, oui, une opposition entre des partis, entre des groupes, oui, du point de vue politique, on voit ça nettement.
oui, et on voit aussi une sorte de clivage, de division entre des groupes qui se croient plus purs, oui, des groupes qui se croient plus des élus, oui, et qui accusent l'autre groupe disons, de corruption. Oui, on voit ça dans la vie politique brésilienne et dans le monde. Oui, il y a un radicalisme. Donc, je crois que ça vaut la peine de lire pour réfléchir, oui, à ce qui se passe dans le monde. Bien entendu, il y a le côté esthétique, parce que Saramago et Yourcenar, ce sont des écrivains qui réussissent très bien à écrire. Et voilà. Donc, je voulais finir en disant comment Yourcenar, elle finit son œuvre. Oui. Donc, plus ou moins, n'est-ce pas? Donc, elle ne donne pas de leçons de morale. Oui, elle tout juste, à la fin de ce chapitre, La mort en mystère, elle affirme que Simon, oui, à la fin de sa vie, en mourant, il s'intéresse plutôt à l'héritage qu'il va laisser à sa fille. Donc, en fait, il laisse tomber, il laisse de côté ses inquiétudes par rapport à la religion et à la réforme. Oui, disons peut-être qu'il est déçu, on ne sait pas. Oui, donc je lis et je finis. Donc Yourcenar, elle écrit. Il retrouva ensuite sa netteté d'homme d'affaires pour énumérer les fonds qui revenaient à Martha et ce qu'il importait de récupérer au plus tôt pour elle. Les créances étaient pliées dans une toile cirée à portée de sa main. Ses fils établis, qui à Lisbonne, qui à Londres, qui à la tête d'une imprimerie d'Amsterdam, n'avaient besoin ni de ses bribes de biens terrestres, ni de sa bénédiction. Simon laissait le tout à l'enfant d'Ilsande. C'est la sœur de Zénon, Martha. Le vieillard semblait avoir oublié ses promesses au grand restituteur pour se conformer de nouveau aux coutumes du monde qu'il quittait et n'essayait plus de réformer. Voilà, donc il laisse tomber cette histoire de réforme. Ou peut-être, renonçant ainsi à des principes plus chers que la vie même, goûtait-il jusqu'au bout l'amer plaisir de se déprendre de tout. Voilà, merci. Et je dois passer la parole immédiatement à Vicente. Vicente. Oui, d'accord, je remercie Pedro de cette belle communication qui s'inscrit dans le premier fil de ce séminaire, à savoir Marguerite Yourcenar. Je fais une présentation très rapide de moi-même. Je m'appelle Vicente Torres, je suis professeur à l'Université de Los Andes de Bogota et mes centres d'intérêt académique, c'est d'abord Marguerite Yourcenar, et ensuite la construction du corps comme discours depuis la perspective des études culturelles, la construction de l'animal, la construction discursive de l'animal aussi, très inspirée de Derrida, et l'enseignement de la langue française. Je suis par ailleurs actuellement secrétaire de la Société internationale d'études yourcenariennes et président honoraire du premier réseau sud-américain des professeurs et chercheurs en langue française et culture francophone. Et je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs et organisatrices de la 5e version du séminaire de littérature francophone de l'Université
de l'Université do Estado do Rio de Janeiro et premier séminaire international de la littérature francophone, et en spécial Pedro Armando Almeida de Magalhães pour m'avoir invité à y participer. J'ai eu la joie et l'honneur de rencontrer Pedro à plusieurs reprises dans plusieurs colloques internationaux de Marguerite Yourcenar, où, grâce à qui le Brésil a déjà une large place. Et je tiens aussi à exprimer toute ma solidarité au Brésil, que j'affectionne énormément dans ces moments de grandes difficultés de toutes sortes, à commencer par la pandémie, dont la souffrance nous relie encore plus avec la Colombie. Et ma communication reprend en quelque sorte cette idée centrale de Pedro, à savoir le fanatisme, les idéologies poussées à un degré extrême et le massacre des mystères est à rapprocher aussi d'autres conséquences de ce fanatisme religieux qui devient souvent politique, à savoir son impact sur ce que je considère la première nécessité aujourd'hui par-dessus tout, à savoir essayer de sauver ce qu'on peut sauver encore de la planète. Ma communication porte comme titre Marguerite Yourcenar et la destruction du monde. Québec, 30 septembre 1987. Marguerite Yourcenar, âgée de 84 ans, affaiblie par la maladie et assombrie par une solitude qui ne cesse de s'accroître autour d'elle, prononce sa toute dernière allocution publique à Québec. Ceci se passe lors de la 5e conférence internationale des droits constitutionnels qui portait comme titre « Le droit à la qualité de l'environnement, un droit à en devenir, un droit à définir ». Et l'intervention de Marguerite Yourcenar s'intitulait « Si nous voulons encore essayer de sauver la terre ». Véritable chant du cygne, Yourcenar mourra des mois et demi plus tard. Son allocution au Canada s'achève par l'évocation d'un vieux conte taoïste du Tao Te Ching que je me permets de citer ici. Près d'une vieille ville chinoise, il y avait une belle colline avec une belle forêt. Les habitants de la vieille ville étaient très contents. Dans un pays où il fait chaud, ils allaient chercher l'ombre et trouvaient aussi quelques fruits. Ils se promenaient, offraient des sacrifices aux dieux, aux génies de la région, et enfin, tout allait bien. Tout d'un coup, on s'est dit, on a besoin d'un grand édifice en bois. On va couper les arbres de la moitié de la colline. On l'a fait. Il restait encore l'autre moitié où les gens pouvaient se promener. Personne ne se plaignait. Au bout de quelques années, on a eu besoin d'un second grand édifice. On a coupé l'autre moitié des arbres sur l'autre moitié de la colline. Et ainsi de suite. Et de nouveau, au bout de 50 ans, on a coupé la forêt. Cette fois-là, elle n'est pas revenue. Et il n'y a plus un seul arbre sur la montagne sacrée. C'est comme ça que finit le conte taoïste. Il faut dire que dans le cadre de sa vision sacrée de la nature, Marguerite Yourcenar partage avec les taoïstes le grand souci, en particulier de la déforestation que nous voyons s'accroître autour de nous avec de graves conséquences, comme la perte de la biodiversité, l'aggravation des maladies, car les forêts réduisent les maladies infectieuses, la disparition des coraux dans les eaux marines, l'aggravation des catastrophes naturelles,
la diminution des ressources de l'eau et bien entendu le changement climatique tel que nous le constatons autour de nous. Nous habitons peut-être une planète qui agonise à notre insu ou avec notre complicité. Laissez-moi maintenant opérer un retour quelque peu vertigineux dans le temps et revenir maintenant au moment de la naissance de Marguerite, Antoinette, Jeanne, Ghislaine, Clenevert, de Créincourt, quartier de Marchienne, devenue avec le temps Marguerite Yourcenar. Je passe donc de sa dernière allocution, de sa dernière participation publique, au moment de sa naissance, qui est présidée aussi par la douleur animale, humaine et divine. Je cite de Souvenirs pieux, le premier volet autobiographique écrit en 1872 ou 1874. Yourcenar raconte sa propre naissance de cette manière. Ici, c'est intéressant de voir comment le narrateur, la narratrice dans l'occurrence, construit et regarde cette fillette comme si c'était quelqu'un d'autre, alors qu'il s'agit d'une espèce de autocouchement de Yourcenar elle-même. Et la petite fille a comme but peut-être de justement montrer à la vieille dame Yourcenar ce monde naturel qu'il faudra défendre après. Je cite Souvenir pieux. Cette fillette vieille d'une heure est en tout cas déjà prise comme dans un filet dans la réalité de la souffrance animale et de la peine humaine. Au haut de son berceau se balance une croix d'ivoire ornée d'une tête d'angelot que par une suite de hasards presque dérisoires, je possède encore. L'ivoire provient d'un éléphant tué dans la forêt congolaise, dont les défenses ont été vendues à bas prix par des indigènes à quelques trafiquants belges. Cette grande masse de vie intelligente, issue d'une dynastie qui remonte au moins jusqu'au début du Pléistocène, a abouti à cela. Ce banal objet a fait partie d'un animal qui a brouté l'herbe et bu l'eau des fleuves, qui s'est baigné dans la bonne boue tiède, qui s'est servi de cet ivoire pour combattre un rival ou essayer de parer aux attaques de l'homme, qui a flatté de sa trompe la femelle avec qui il s'accouplait. Dans ce passage, nous avons trois prototypes de personnages appartenant à trois mondes différents que Marguerite Yourcenar va toujours associer dans son œuvre à travers la douleur. Excusez-moi de parler tant des douleurs, mais puisque le bouddhisme est une des pierres de construction de l'œuvre yourcenarienne, la première affirmation dans le octuple sentier, c'est la vie est souffrance. Alors, je parlais de ces trois prototypes que Yourcenar met en place dans ce petit passage que j'ai lu, à savoir la nouvelle-née, la petite Marguerite, qui incarne la vie humaine, et donc la souffrance, comme je disais, la croix d'ivoire qui évoque le Christ, image chez Marguerite Yourcenar, à la fois de la divinité, mais aussi de l'homme bafoué, persécuté, insulté. Et enfin, les animaux, la présence des animaux, qui sont, et ce depuis la Bible, les dépositaires de la cruauté divine et humaine. Je crois qu'il y a un microphone allumé quelque part. Merci. Cette voix triphonique est exprimée dans cette affirmation de l'académicienne. L'extase divine et l'humain bonheur ne peuvent se passer du paisible contentement des humbles créatures exploitées par l'homme et qui partagent avec lui l'aventure d'exister.
cette vision bouddhiste de la nature chez Marguerite Yourcenar, car, comme je le disais, il s'agit de cette perception de la nature chez Yourcenar et de la vie à travers le bouddhisme, vient de sa plus tendre enfance, comme elle le déclare à Mathieu Gallet dans une série d'entretiens sous le titre Les yeux ouverts en 1980, à travers laquelle l'on constate que Yourcenar sacralise la nature depuis sa plus tendre enfance. Je cite ce que dit Yourcenar dans Les yeux ouverts. Les plus forts souvenirs sont ceux de mon noir, parce que j'ai appris là à aimer tous ceux que j'aime encore. L'herbe et les fleurs sauvages mêlées à l'herbe. Les vergers, les arbres, les sapinières, les chevaux et les vaches dans les grandes prairies. Ma chèvre, à qui mon père avait doré les cornes. L'ânesse Martine et l'ânon printemps. L'ânesse et surtout, dont j'avais appris des bonheurs, qu'elle est sacrée parmi toutes les créatures parce qu'elle porte sur le dos la trace d'une croix pour avoir servi de monture à Jésus le jour des rameaux. Et le vieux chien trié, dont j'ai entendu un matin la faim annoncée par un coup de feu, et ce fut mon premier et immense chagrin. J'avais 8 ans, mais j'aimais aussi les plages et leurs plaines, quand la mer recule dans les mouvements pour moi presque hypnotiques des vagues. Ce monde naturel deviendra au fil du temps l'objet d'un véritable combat idéologique, littéraire et politique, par le biais duquel Yourcenar va mettre en œuvre son dispositif écologique, devenant ainsi l'une des pionnières au XXe siècle de la lutte contre tous ceux qui menacent la stabilité et la survie de la planète. Revenons maintenant à la dernière allocution de Yourcenar au Canada en 1987, et très peu avant sa mort. Voici comment Yourcenar commence sa communication. On a déjà lu comment elle finit par les contes taoïstes. Maintenant, je cite le début de sa communication. Avant de parler à mon propre nom, dit Yourcenar, je voudrais vous lire un paragraphe d'un article oublié que j'ai découvert dans un vieil atlas universel, paru, je crois, pour la première fois en 1903. À la fin du volume, il contient un article ou un essai d'un savant de l'époque, un géographe qui s'appelait Frédéric Schrader. Et il analyse la situation du monde au début du XXe siècle. L'article est long, voici comment il se termine. Et Yourcenar cite le géographe Schrader de 1903, que je cite à mon tour. À côté de la destruction, la reconstitution pourrait se préparer par l'étude des lois physiques qui dirigent la vie planétaire. La science qui mesure et dévance les tempêtes n'arrive-t-elle pas à en prévoir les causes? Ces grands laboratoires des climats, cette ceinture végétale de velours humide et tiède, d'où s'élancent des spirales rythmées d'ondes atmosphériques, sera-t-il transformé sagement, exploité avec le respect de l'homme et de la nature, en tenant compte des relations du sol et de l'atmosphère, ou bien cédera-t-on à la tentation de violenter la terre, d'attaquer par les voies rapides la forêt tropicale? C'est moi qui souligne la forêt tropicale. Dans ces cas, dit Frédéric Schrader, c'est l'humanité même qui sera mise en péril, non seulement par des maladies inconnues, mais par le déséquilibre de l'atmosphère et par l'introduction de l'instabilité des climats dans le monde entier. Enfin, le géographe Schrader ajoute: ce tableau est sombre,
puisse la réalité n'être pas encore plus sombre, et puisse le sentiment du péril grandissant suggérer aux hommes le remplacement de la lutte qui tue par l'alliance qui féconde. C'est uniquement par le respect des lois naturelles et par l'extension des rapports d'amitié entre les hommes que l'histoire pourra se développer dans l'ordre naturel des choses et sauvegarder ainsi l'avenir humain. Fin de citation. Je souligne ici l'alliance qui féconde, le respect des lois naturelles et les rapports d'amitié entre les hommes. Ensuite, Yourcenar parle de, elle prend la parole, enfin, elle continue de parler et elle va commenter l'extrait qu'elle vient de lire. Elle parle de l'immense crainte de la destruction de la terre elle-même, exploitée et polluée par nous tous. Elle continue dans la même lignée de Schrader. De la destruction de l'eau, des pluies entraînant avec elles les acides dévastateurs produits par des civilisations industrielles, la destruction de l'air avec ses alertes de l'ozone, des climats et des sols que nous dévastons par la destruction des forêts humides de la zone tropicale. Deuxième fois que l'expression apparaît, cette fois-ci sur la bouche de Yourcenar. Et enfin, elle parle aussi de la surpopulation effrénée de la race humaine qui pousse inévitablement vers de nouveaux conflits, eux-mêmes destructeurs, et rend notre paix compétitive aussi dangereuse que la guerre. Enfin, Yourcenar situe les causes de cet égarement de la conscience humaine dans l'avidité et la convoitise humaine, le désir de s'enrichir à n'importe quel prix, la méfiance entre les nations. Tout le contraire à ce que Schrader, elle continue, je veux dire, cette idée de Schrader, l'absence de l'alliance entre les hommes, la convoitise et l'absence de respect des lois naturelles. Et c'est ici où je voudrais ajouter aujourd'hui la maladresse de nos gouvernants, et plus exactement de ceux du Brésil et de Colombie, assujettis au commandement du grand pays du Nord qui vient de quitter l'accord de Paris sur le climat. Je me réfère ici à cette forêt tropicale évoquée par Schrader dans l'Atlas de 1903 et par Yourcenar dans sa dernière allocution canadienne. Et dans notre cas, cette forêt tropicale possède un nom, la forêt amazonienne, dont la destruction s'accélère à un rythme sans précédent, avec la malsaine complicité de nos hommes d'État et peut-être de nos populations tout entières. Selon les informations des Futura Sciences du mois d'août 2019, au mois de juillet 2020, la forêt amazonienne a perdu non moins de 9200 km², une hausse de 34% de la déforestation dans le pays. Disons-le sans embâche, les extrêmes droites régnantes dans nos deux pays encouragent les exploitations forestières illégaux, les éleveurs et les spéculateurs fonciers à détruire la forêt amazonienne. Pour Yourcenar, en détruisant le monde, c'est l'homme lui-même qui se détruit. Je voudrais pour terminer rapprocher la fin des deux romans qui préfigurent la destruction du monde. Il s'agit d'un homme obscur de Marguerite Yourcenar et de 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, cet autre visionnaire de la fin du monde. Dans un homme obscur, le personnage principal, Nathanaël, lorsque la mort approche, dans une île frisonne, un vent destructeur se lève, métaphore de la dévastation finale ou primordiale. Je cite un homme obscur de Yourcenar, les tempêtes de l'équinoxe arrivèrent à peu près au moment prédit. Leur souffle balaya tout. Une atmosphère de fêtes sauvages régnait. Les vagues béantes se creusaient, mais cette eau inerte n'était en réalité qu'élaborée par le vent. Elle seule
signalait la ruée du maître invisible qui ne laisse déceler sa présence que par la violence qu'il fait subir aux choses. Invisible, il était aussi silencieux. Les vagues de nouveau lui servaient des truchements. Leur tonnerre frappant lourdement la terre molle, leur bruit de chevaux échappés venait de lui. Nathanaël se disait qu'une vague de plus, un souffle de plus, et non seulement la tremblante chaumière s'effondrerait sur lui, mais encore l'île tout entière disparaîtrait, ne serait plus sous la mer fermée qu'un de ces bancs de sable ou une de ces épaves dangereuses au navire vivant. Comment ne pas évoquer ici les mêmes vents dévastateurs qui soufflent dans un autre roman et dont le village mythique sombre également dans un naufrage des formes, village mythique, disons, le monde. Il s'agit de la femme de 100 ans de solitude de Garcia Marquez, je cite, à ce point, impatient d'apprendre sa propre naissance, Aureliano Buendia sauta tout un passage. Alors commença à se lever le vent, tiède et tout gelé, plein de voix de passé, des murmures, des géraniums anciens, des soupirs de désillusion encore antérieures aux plus tenaces nostalgies. Il était si absorbé qu'il ne perçut pas davantage la seconde et impétueuse attaque du vent dont la puissance cyclonale arracha les portes-fenêtres de leurs gonds, souffla les toits de la galerie et déracina les fondations. Macondo était déjà un effrayant tourbillon de poussière et de décombres centrifugés par la colère de cet ouragan biblique. Lorsque Aureliano se mit à déchiffrer l'instant qu'il était en train de vivre, le déchiffrant au fur et à mesure qu'il le vivait. Mais avant d'arriver au vers final, il avait déjà compris qu'il ne sortirait jamais de cette chambre, car il était dit que la cité des miroirs ou des mirages serait rasée par le vent et bannie de la mémoire des hommes, à l'instant où Aureliano, Babylonia, achèverait de déchiffrer les parchemins, et que tout ce qui était demeurait depuis toujours et resterait à jamais irrépétible, car aux lignées condamnées à 100 ans de solitude, il n'était pas donné sur terre de seconde chance. Je vous remercie. Je vous remercie de votre. Je te remercie de ta brillante communication, Vicente. C'est un vrai plaisir et un honneur de t'accueillir ici. Et donc, malheureusement, il n'y a pas le temps pour un débat parce que c'est l'heure déjà oui, cette table, on doit l'arrêter maintenant. Mais je dois encore une fois te remercier, Vicente. C'est vraiment un plaisir. J'espère qu'on se rencontrera de nouveau bientôt. Bon, bien sûr que je sais pas, on va continuer, n'est-ce pas? Il y a la prochaine table. Oui? Et la programmation. Le programme est là et voilà. Donc, merci beaucoup, obrigado, Vicente, pela excelente comunicação, né? São assuntos muito interessantes cette comparaison à la fin entre L'Homme obscur et Gabriel Garcia Marquez. Oui, c'est vraiment incroyable, c'est très bien. Oui, cet intérêt, ce vif intérêt que Yourcenar, oui, elle avait pour. Oui, elle s'intéressait bien entendu au monde, à la destruction de la planète, à la nature. Et tu as très bien souligné dans ta communication. Merci beaucoup. Oui. Je te remercie énormément. Je remercie tous les participants. Et une salutation très spéciale pour nos collègues colombiens qui sont venus me soutenir cybernétiquement. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bon, j'arrête. Oui, parce qu'il y a une nouvelle table qui va commencer immédiatement. Au revoir et à bientôt. À tout à l'heure.